On va accueillir à présent notre premier invité pour évoquer l'actualité politique de la semaine. Julien Paulat, le maire UMP de Voiron, nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Monsieur Paulat. Bonjour. On va évoquer avec vous dans quelques instants les préparatifs pour l'élection du futur président de l'UMP. Mais d'abord, on va parler de la nouvelle carte des régions. Elle a été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. On va regarder d'abord le reportage diffusé dans nos éditions jeudi soir et puis on en débat tout de suite. L'article 1er est adopté. La France sera bientôt découpée en 13 régions au lieu de 22 aujourd'hui. L'Alsace ne fera plus qu'une avec la Lorraine et Champagne-Ardenne, une fusion souhaitée ni par les uns ni par les autres. C'est une région qui n'aura aucune cohérence, aucune unité. On sait que Strasbourg est une ville européenne tournée vers l'Allemagne. La solidarité entre la vallée de la Meuse, le plateau de Langres et les plaines de Champagne et les coteaux alsaciens, je la vois mal. Moi, j'avais une préférence, Alsace-Lorraine. Je gérerai la situation qui me sera faite, à savoir Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Autre mariage très critiqué par les élus socialistes locaux, celui de la région Nord-Pas-de-Calais avec la Picardie. Les députés PS du Sud n'ont pas réussi non plus à repousser la fusion du Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées aurait préféré une alliance avec l'Aquitaine. Quant aux Bretons, ils ont tenté sans succès d'annexer le département de la Loire-Atlantique. La réforme territoriale sera définitivement votée à la fin du mois. Les premières élections régionales dans les nouvelles entités auront lieu en décembre 2015. Julien Paulat, est-ce que, comme Florian Philippot du Front National, vous parlez de détricotage de la France ? Non, écoutez, moi je pense que redessiner la carte, redéterminer le contour des régions, c'est une chose, mais c'est pas l'essentiel. Vous n'êtes pas opposé, en tout cas, à ce qu'on redéfinisse ? Non, la France a besoin d'être réformée, c'est absolument évident, tant à l'échelle de l'État qu'à l'échelle des collectivités territoriales. Il ne faut pas avoir peur du changement, parce que dans la situation dans laquelle on est, c'est nécessaire. Le problème, c'est que redéterminer la taille des régions, ça ne répond pas à la question de savoir comment on fait des économies, et surtout quelles compétences on leur attribue. C'est bien là la question. On a moins de régions, il y a déjà des économies parce qu'il y a moins de régions. Pourquoi ? À ce que je sache, les fonctionnaires des régions, ils vont être regroupés. Les compétences qu'elles exercent, elles vont exercer sur un territoire plus large, mais avec le même nombre d'agents. L'économie, elle n'est pas là. L'économie, elle sera dans la redistribution des compétences. On nous annonce que les départements vont disparaître, et on nous dit pas, en parallèle de ça, ce que vont devenir les compétences du département. Les routes, les politiques sociales, les politiques d'éducation qu'exerce le département, ils vont être déployés nécessairement entre les régions et les intercommunalités, mais dans quelles conditions ? À ce stade, on l'ignore. C'est ces réponses-là que j'attends, qui sont, à mon avis, essentielles. Oui, mais en même temps, on peut imaginer que c'est un premier pas, qu'il faut déjà commencer par ce symbole-là, et on peut imaginer qu'après, il y aura les économies qui viendront. C'est toujours la même question, est-ce qu'on ne fait rien, ou est-ce qu'on fait quelque chose qui n'est pas tout de suite comme il faudrait que ce soit ? Oui, mais il faut s'attacher, dans ce cas-là, prioritairement à ce qui est important. La taille des régions, c'était pas ça l'essentiel. Enfin, je veux dire, il y avait une réponse qui avait été apportée précédemment par Nicolas Sarkozy, qui, avec la création du conseiller territorial, faisait en sorte que des élus siègent dans le même temps au département et à la région. Ça, c'était une réponse qui supprimait un échelon de manière efficace, de manière pertinente. C'était un pas qui était prêt à être mis en œuvre. Et c'est la première chose qu'a détricoté François Hollande en arrivant à la tête de l'État. Pour nous pondre aujourd'hui... Par détricoter, Nicolas Sarkozy a dit qu'il déferait cette réforme. Vous pensez qu'il faut à chaque fois défaire ? Non, absolument pas. Je ne pense pas justement qu'il faut faire systématiquement des pas en arrière quand il y a des avancées. Mais l'essentiel restera à faire. Je vous dis, on aura ces nouveaux contours de région. Reste à savoir quelles compétences elles exerceront, dans quelles conditions, avec quels moyens, comment on fait en sorte d'améliorer à la fois la pertinence de l'usage des fonds publics et puis l'efficacité de ces nouveaux territoires. Et il n'y a pas de réponse avec un nouveau contour. Pour aller dans le sens de Julien Paulat, cette semaine, l'Isère s'est positionné un peu comme un département test avec la région Rhône-Alpes. Ça a été signé à Paris sous le patronage d'André Valigny. Et c'est vrai que le président du conseil général de l'Isère, Alain Cotalorda, a tout de suite dit on va mutualiser nos moyens pour gérer les collèges et les lycées. Mais il n'y aura aucune suppression de postes. Et c'est vrai qu'on se dit si on ne supprime pas les postes, les économies, ça va peut-être compliquer encore plus les choses. Alors, beaucoup de monde sur deux secteurs différents, mais sans suppression de postes, il n'y a pas d'économie. On sent bien également que le problème, c'est la classe politique et ces hommes politiques installés dans les régions. Donc aussi, en cassant un peu ces régions, c'est peut-être une manière de casser déjà cette présence de ces hommes politiques. Peut-être qu'après, il y aura en effet des économies d'échelle. Vous savez très bien que si on avait présenté les économies d'échelle aujourd'hui,
tout le monde aurait été opposé. Donc dire on ne fait pas d'économie, c'est pas prévoir des économies. Moi je veux bien entendre ça, mais le problème c'est que vu la situation dans laquelle est la France aujourd'hui, si on freine l'avancée des réformes et qu'on prend son temps pour ne pas heurter les sensibilités des uns et des autres, on n'est pas prêt de sortir de la situation difficile dans laquelle on est. Je pense que l'urgence aujourd'hui, elle justifie des réformes qui soient entières, qui soient rapides, parce que tout simplement à ce rythme-là on va dans le mur. On peut pas continuer comme ça. Il faut que les vraies dispositions soient prises. Il faut du courage. Et je pense que la classe politique, même si évidemment les élus qui sont concernés seront réfractaires à couper eux-mêmes la branche sur laquelle ils sont assis, c'est évident. Mais cette classe politique, elle a quand même compris aujourd'hui. Elle sait bien que de toute façon, le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il n'est pas viable parce qu'il n'est pas équilibré économiquement. Et si on se refuse d'agir tant qu'il est encore temps, c'est les nécessités qui vont nous l'imposer, ce sera d'autant plus douloureux. On a vu que ça coinçait en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Ici, il n'y a pas trop de vagues, fusionner Rhône-Alpes, Auvergne, c'est plutôt cohérent? Moi, ça me choque pas. Je vous dis, moi, j'attache finalement assez peu d'importance à ce périmètre. C'est pas grave. Je veux dire, c'est pas ça qui compte. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir dans quelle mesure on sera en capacité de répondre aux besoins de nos territoires. Comment on fait en sorte que les aménagements structurants qu'attendent nos régions et nos départements, nos intercommunalités, sur les axes routiers par exemple, parce que c'est important pour le confort des populations, pour l'attractivité économique, parce que c'est ça aussi qui donne du travail aux BTP, aux entreprises. C'est comment on va faire en sorte d'être plus efficace dans ces registres-là. Que la région, elle annexe l'Auvergne ou qu'elle l'annexe pas, c'est pas ça qui répond à cette question. Donc moi, je suis pas attaché à l'identité régionale. Enfin, je pense que c'est pas l'essentiel. Vous avez cité tout à l'heure Nicolas Sarkozy. On va parler maintenant de la présidence de l'UMP. C'est le meilleur pour la présidence de l'UMP, Nicolas Sarkozy? Dans l'état actuel des choses, je pense que oui. Pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais tout à l'heure, on est dans une situation d'urgence. Et l'urgence, elle nécessite de se tourner prioritairement vers ceux dont on sait qu'ils ont l'autorité, l'expérience, la compétence. Et de ce point de vue-là, c'est plus à démontrer chez Nicolas Sarkozy. Et Hervé Mariton n'ont pas cette compétence, n'ont pas cette expérience. Ils n'ont assurément pas l'expérience, pas la même que Nicolas Sarkozy, pas la même autorité non plus. Je pense que dans la situation dans laquelle on est, Nicolas Sarkozy a fait l'épreuve de son autorité à l'échelle internationale. Bon, c'était un chef d'État dont la stature n'était pas contestée. Suivez mon regard au regard de ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, et ça le met dans une position qui, à mon avis, le rend incontournable. Et au regard de l'urgence, à mon avis, vous avez un peu changé d'avis parce qu'en juin dernier, vous disiez sur France Bleu qu'il fallait du 109 à la tête du parti. Sarkozy, c'est pas tout à fait du 109. Non, j'ai absolument pas changé d'avis. Je demeure persuadé qu'effectivement la classe politique, elle a besoin de renouvellement, qu'on peut compter sur des quadragénaires dans notre famille politique qui ont toutes les compétences et tout le savoir-faire nécessaire pour préparer la France de demain. Enfin, je pense à des gens comme Laurent Wauquiez, effectivement, Bruno Le Maire en fait partie aussi, des gens comme Guillaume Pelletier. Enfin, c'est dans des registres très différents. Nathalie Kosciusko-Morizet aussi. C'est des vraies compétences, des quadragénaires qui incarnent l'avenir. Mais sauf qu'au regard de l'urgence, le temps que cela puisse s'affirmer, qu'un leader se dégage entre eux, Nicolas Sarkozy, c'est malgré tout le plus fédérateur. Mais en même temps, c'est quand même une des premières fois, si on écarte Général de Gaulle, qu'un président qui a échoué se représente plus tard. C'est quand même une manière, c'est quand même assez inhabituel de voir quelqu'un qui a échoué, qui a été rejeté par les Français, qui revient quelques années plus tard. On a à peine 60 ans de recul sur la Ve République, que des scénarios inédits se déroulent aujourd'hui, alors que la situation de la France, la gravité de la crise qu'on connaît est elle-même inédite, ça ne me surprend pas outre mesure. Alors, le seul meeting de Nicolas Sarkozy en Rhône-Alpes, c'était il y a un peu plus d'une semaine à Saint-Etienne. Vous y étiez, Julien Pollard? Non, j'y étais malheureusement pas pour des contraintes d'agenda. Vous n'étiez pas sur la photo? Non, j'étais pas sur la photo, mais j'y étais pas, je dis, pour des contraintes d'agenda. Mais en tout cas, moi, je suis ces réunions avec beaucoup d'intérêt malgré tout. Et je trouve que c'est important. Vous êtes d'accord avec toutes les dernières déclarations de Nicolas Sarkozy, par exemple sur le mariage gay? Sur la réforme, en gros, l'abrogation de la loi Taubira, est-ce qu'il faut abroger la loi Taubira? Il n'y a pas d'autres priorités? Écoutez, je pense qu'effectivement, il y a d'autres priorités. Il y a beaucoup d'autres priorités. Et quand je l'ai entendu s'exprimer jusqu'à présent, je l'ai entendu s'exprimer sur beaucoup d'autres sujets. Je crois que si l'attention, elle est focalisée sur ce sujet, c'est pas la responsabilité de Nicolas Sarkozy. C'est les médias. Non, c'est les médias. C'est vous qui attachez une importance plus importante à ses déclarations sur cette question que sur les autres sujets qu'il aborde. Et il parle d'économie, il parle de situation sociale de la France, il parle de relations internationales, il parle de sécurité, il parle de tous ces sujets-là, sauf que je pense que vous ne faites pas le porte-voix aussi efficace sur tous ces sujets que particulièrement sur cette question-là. On est sans doute responsable de plein de choses. On peut en revanche constater que ces questions arrivent sur le terrain médiatique parce qu'aussi c'est des questions qui ne coûtent pas très cher. C'est-à-dire que c'est aussi, on l'a vu quand le PS, c'est une des critiques que vous lui faisiez avec raison, c'est que le mariage pour tous, c'était quelque chose qui ne coûtait pas de l'argent aux contribuables, pas d'argent à l'État, et que donc c'était assez facile parce que c'était encore une décision idéologique. Et c'est les rares décisions idéologiques
qu'à droite comme à gauche, on peut encore prendre aujourd'hui. Ouais, puis parce que ça sert de diversion, il faut dire ce qui est. Parce que pendant qu'on déchaîne les passions sur des sujets sur lesquels tout le monde a un avis, parce qu'ils sont faciles à comprendre, parce que ça heurte les sensibilités des uns et des autres, c'est plus facile de faire vibrer et réagir les gens sur des sujets comme cela que sur des sujets qui sont un peu plus complexes, mais qui sont les vrais sujets du quotidien. Alors, en revanche, à l'UMP, ça n'a quand même pas fait l'unanimité, la décision la déclaration de Nicolas Sarkozy. Il y a plein de gens qui sont élevés, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Y compris ses plus proches lieutenants de l'époque. Mais sur ces questions, on heurte des sensibilités personnelles, on heurte des cultures familiales, des convictions. Non mais c'est pour ça, est-ce qu'il fallait vraiment, il l'a quand même dit, on l'a pas inventé, est-ce qu'il fallait vraiment revenir là-dessus? Il a été invité à une réunion qui était initiée par un collectif dont cette question est le moteur principal. Donc évidemment, puisque les gens organisent cette réunion sur ce sujet, il vient pour répondre à ce sujet. Et après, c'est une réunion finalement comme il en fait plein d'autres. Après, il y a une résonance qui est donnée là-dessus. Moi, je déplore parce que honnêtement, ça dissimule quand même le fondamental de la question d'aujourd'hui. Julien Paula, vous parliez de l'autorité de Sarkozy. Alors, au niveau international, j'en sais rien, mais au sein de son parti, ce serait quoi un bon score dimanche prochain, s'il vous plaît, pour justement asseoir cette autorité? Je ne vais pas vous donner un chiffre, j'ai aucune idée. Je vais vous dire, de toute façon, cette élection, elle est indispensable pour marquer un temps d'arrêt dans cette période un peu noire qu'a connue l'UMP. Il faut qu'on ouvre les pages d'un nouveau fonctionnement, d'un nouveau leadership. Voilà, ce sera fait donc le 29 novembre, l'élection à la présidence. C'est qu'on a un nouveau patron et qu'on puisse avoir une ligne à suivre, cap pour la France. Merci beaucoup Julien Paula, merci d'avoir accepté notre invitation.